Bonjour, bienvenue dans les maternelles sur l'intégrale Radio Vision. La femme enceinte est à l'honneur ce jour. Mesdames, sentez-vous femmes belles, restez élégantes en toutes circonstances. Le docteur Rimapi Honoré de Balzac, gynécologue, est notre invité. Il va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette nouvelle radio. Merci de répondre présent à notre invitation. La grossesse chez l'humain dure environ 40 semaines ou un peu plus de 9 mois à partir de la dernière période de menstruation jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est donc une période pendant laquelle le corps de la femme subit des changements aussi bien physiquement que psychologiquement. On peut donc comprendre le désir de nous rendre la vie plus facile, surtout lorsque l'accouchement est proche. Bien avant cela, on parlera de la nutrition. La femme est sujette à des envies qu'on ne comprend pas toujours. Autre aspect important, celui s'y est plutôt lié à son apparence, comment vivre sa grossesse et rester toujours belle. Voilà le menu des maternelles téléauditeurs. Restez connectés. On se retrouve après cette chanson de Ricky God, Caprice de grossesse. Je suis Marie-Louise Ebenia Eyoumi, mère de 2 enfants. Et j'ai eu à avoir des propositions par rapport au bon fonctionnement de ma grossesse en ce qui concerne certains médicaments qui pourraient aider quant au bon déroulement de la grossesse et tout. Bon, il est vrai, j'ai eu des tantes qui m'ont dit il faut apprêter l'enfant, c'est-à-dire il faut lui donner une possibilité de ne pas trop travailler dans sa venue, c'est-à-dire des herbes qui vont aider au glissement, comme on peut dire comme ça, au glissement de l'enfant vers la sortie. Et dans ce cas, quand j'étais à 6 mois de grossesse, j'ai eu à avoir à prendre une herbe qui avait pour rôle de nettoyer un peu les alentours de l'utérus, comme on dit, oui. Voilà. Cette herbe, je ne la connais pas en termes français, mais je peux l'appeler comme on l'appelle généralement chez nous, et Oudanyon. Donc, ça me permettrait de mieux dégager tout ce qui avait comme aspect négatif autour de l'enfant et de permettre en sorte que l'enfant soit dans un cadre bien et qu'il puisse sortir le moment venu sans incident. Et d'une autre part, on me conseillait aussi de prendre une cuillerée de miel, une cuillère à café de miel. Oui, là, c'était quand j'étais déjà à presque 7 mois et demi, 8 mois. Bon, vous savez, ça c'était pour la première grossesse. Avec les premiers parts, on ne peut pas savoir exactement si on va atteindre les 9 mois, comme cela a été dit. La date prévue pour l'accouchement, malheureusement, n'a pas été celle-là. Parce que comme premier part, bon, c'est venu quelques semaines, quelques jours avant. Donc, avec une cuillerée à café de miel, on pouvait très bien faciliter le glissement du bébé dans le canot de l'enfantement. Et puis, ça aidait vraiment. Ça aidait. Pour parler de tenue vestimentaire par rapport à la femme enceinte que j'étais, je vais quand même dire que pour ma première grossesse, c'était pas du tout évident que je mette des tenues trop sexy. C'est vrai que c'était une grande nouvelle pour moi, une grande joie, mais j'avais un peu peur par rapport à l'aptitude de quelqu'un qui est novice dans un milieu où tu sais pas comment t'y prendre. J'ai envie de porter peut-être, je sais pas moi, une salopette. Mais je me dis, une salopette, non, il faut quelque chose qui couvre le bas. Je me dis, non, c'est plutôt un pantalon avec élastique qu'il faut mettre et tout. Donc, j'avais des appréhensions au niveau de mon habillement pour ma première grossesse, ce qui fait que j'étais pas trop à l'aise ni avec les tenues des femmes enceintes, style mini cabas et autres, ni avec des tenues un peu sexy. Mais à ma deuxième grossesse, c'est comme si j'avais déjà retenu une leçon et j'avais déjà vu des avantages que je pouvais avoir à me mettre à l'aise. Donc,
À ma deuxième grossesse, j'ai mis des tenues très décontractées, mais qui ne me permettaient pas de faire le moindre effort avec mon ballonnement du ventre. Donc, je mettais des habits aérés, disons des amples, voilà le mot, des habits amples, mais pas du tout dans la forme qu'on puisse dire des ventres très développés, très poussés. Et il y a celles qui sont un peu moins développées, de telle sorte qu'à 5 mois de grossesse, tu ne peux pas savoir que là, c'est déjà vers l'accouchement. Tu te dis que, oh, voilà, elle est peut-être à 3 mois de grossesse. Donc, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que je donne de l'aise à l'enfant, que je mette l'enfant à l'aise et que je ne mette plus de vêtements serrés. Donc, c'était vraiment le style de vêtements adopté ou alors adapté par rapport à la grossesse, mettre l'enfant à l'aise et soi-même aussi. Parce que déjà, il faut que la maman ait une bonne circulation sanguine dans son corps et qu'elle-même puisse aussi mettre son enfant dans de bonnes conditions. Donc, l'apparence physique au niveau de l'habillement, c'était très, très, très exigeant et c'était très nécessaire de pouvoir le contrôler pour éviter certaines, je ne sais pas, moi, je ne peux pas appeler ça métaphore ou alors transformation. On se dit, quand tu serres le ventre, tu serres l'enfant. Donc, de peur de ne pas faire du mal à l'enfant. Et je voulais vraiment m'adapter à mon style de vie, c'est-à-dire de femme enceinte, et ça me mettait vraiment à l'aise. Adopter une alimentation équilibrée sans alcool, c'est ce que recommandent les médecins pour le bien-être du bébé. Vous qui nous écoutez sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube, nous recevons le docteur Emapi, gynécologue. On va parler de la grossesse et ses contraintes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire santé proprement dit, on va d'abord parler nutrition. D'accord, on se retrouve tout de suite. Nutrition, docteur, que conseillez-vous à vos patientes? En règle générale, il y a pas de, je fais pas des interdits. Hein. Oui. Il faut manger sain. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne va pas manger sain. C'est-à-dire qu'il faut manger ce qu'on a l'habitude de manger, sauf si vous avez des contre-indications pour certains aliments. Par exemple, si vous avez des antécédents d'ulcère d'estomac, il faut éviter de manger épicé, de piment, ainsi de suite. Si vous êtes quelqu'un qui est constipé, il faut éviter de prendre des repas qui vont vous constiper. Sinon, on va demander à la femme enceinte de manger de façon hygiénique. Je leur conseille de prendre assez de fruits, d'accord, de manger équilibré, c'est-à-dire une alimentation qui contient des protéines, des lipides, des glucides et puis des sels minéraux. Voilà ce qu'on va généralement conseiller à la femme enceinte de prendre, ce qui fait partie de notre alimentation naturelle. Encore que nous avons la chance au Cameroun d'avoir une alimentation assez équilibrée. Ce n'est pas le cas d'autres pays où vous allez manger le même repas de lundi à dimanche. Oui. Donc, il est important de manger équilibré, de ne pas se figer en disant parce que je suis enceinte que je ne vais pas manger ci, je ne vais pas manger ça. C'est vrai que beaucoup de femmes enceintes, parce qu'elles lisent beaucoup de choses sur le net, nous posent la question, on a dit de ne pas manger ci, de ne pas prendre l'ananas, de ne pas prendre... Justement. Non, je ne sais pas ce que l'ananas aurait contre une grossesse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les fruits seraient contre-indiqués au cours de la grossesse. Je dis bien, il est important de manger sain, manger les fruits que vous avez l'habitude de manger, sauf si vous aviez des allergies par rapport à ça ou si vous ne sentez pas bien. Il y a des femmes qui diront, je ne peux pas prendre la pastèque parce que quand je prends, je vomis. Oui, ça c'est clair. Si ça va vous déranger, ne prenez pas. Je ne peux pas prendre des oranges parce que je ne me sens pas bien avec. Oui, si ça ne peut pas, vous laissez tranquille. Mais il y a une grosse variété de fruits tels que vous ne manquerez pas ce que vous allez prendre pour votre grossesse. Nous sommes en Afrique. Et chez nous, lorsqu'une femme est enceinte, lorsque toutes les mamans, là, les tantes, les tatas, les grandes-mères ont déjà détecté des signes, il y a des recommandations. Il y a ne fais pas ci, ne mange pas ça, ne mange pas la viande de porc, ne mange pas de porc pique, ne mange pas ceci. On l'a toujours suivi. Et là, vous nous dites, mangez tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais déjà faire une précision. La grossesse ne dure pas 40 semaines. La grossesse dure 42 semaines. Oui. Et ça fait exactement 9 mois, 200 et poussières de jours. Par contre, l'équipe obstétricale
À partir de 40 semaines, on suit étroitement la femme. Habituellement, on vous donnait des rendez-vous tous les 2 mois ou tous les mois, mais à partir de ce moment-là, non, ce n'est pas la même chose. On vous demandera de venir après 1 semaine, après 3 jours, en fonction de l'évolution, en fonction du vieillissement du placenta, parce que c'est ça le problème. Mais très généralement, après 41 semaines, nous demandons de faire l'accouchement. Mais il faut se dire qu'on estime que le placenta peut accepter des échanges entre le fœtus et la maman jusqu'à 42 semaines. Au-delà, il devient trop vieux et assez risqué. Deuxième chose, lorsqu'on parle de la date probable d'accouchement, parce que notre auditrice tout à l'heure a dit qu'on avait dit que je vais accoucher tel jour. Malheureusement, je n'ai pas accouché ce jour. Non, c'est pas ça. Il y a la seule personne qui peut connaître le jour et l'heure à laquelle vous allez accoucher, c'est Dieu. Oui. Si vous avez vu, le médecin, il mettra toujours dans votre carnet, dans votre registre, date probable d'accouchement. Cela veut dire que lui-même, il ne connaît pas exactement le jour. C'est une fourchette, c'est un espace de temps dans lequel on se dit, à peu près à telle période-là, on devrait pouvoir accoucher. Et cela se situe autour des 42 semaines dont je viens de vous parler. Maintenant, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, c'est clair, c'est comme ça c'est pas seulement dans notre culture, hein, un peu partout, même en Europe, il y a le moment qu'ils vont dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est vrai que on se dit qu'on a l'expérience, ceux qui sont passés par là disent qu'ils ont l'expérience et qu'elles peuvent vous conseiller. Certains conseils sont bons, mais d'autres pas du tout. Par exemple, je disais tout à l'heure, les fruits qu'on dit de ne pas manger. Ça fait 2 jours, il me disait que ma tante m'a dit de ne pas manger du porc épi. Pourtant, moi, j'aime bien manger mon porc épi. D'ailleurs, il y a mon cousin qui m'a apporté du porc épi, même dit de ne pas manger. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas manger. Simplement parce qu'on se dit, dans nos coutumes, que si vous mangez, par exemple, telle chose, votre enfant va se comporter comme cet animal. Oui. C'est la conception qui a là derrière. Ce sont des croyances, effectivement. Ce sont des sources de protéines, ces viandes-là. Mais simplement, il ne faut pas trop exagérer. C'est clair. Encore que la femme, elle a des envies folles, comme le disait la chanson tout à l'heure, qu'on ne peut pas toujours assouvir. Oui. Mais on ne va pas vous empêcher de manger du poisson, on ne va pas vous empêcher de manger du porc, on ne va pas vous empêcher de manger. Si c'est fait de façon hygiénique, si c'est fait de façon normale, je dis normale, par exemple, il y a des maladies qui peuvent être transmises à partir des viandes. Je vais parler par exemple de la toxoplasmose. Dans nos maladies, on va demander pour l'éviter que les aliments, que les viandes soient bien cuites, principalement la viande de porc. Il faudrait que ce soit très bien cuite et qu'il ne faut pas manger des viandes saignantes comme ça se fait en Europe. Puisque vous parlez de viande saignante, est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas manger de jambon, par exemple? Alors, je ne vais pas dire qu'on ne va pas manger du jambon, mais c'est ce qu'on dit, il est préférable de manger des viandes qui sont bien cuites. Principalement, je l'ai dit, pour la toxoplasmose. D'accord. Parce que c'est une maladie qui peut entraîner des malformations. J'ai dit bien qui peut, parce que je sais que nous avons l'habitude d'exagérer. Voilà, très bien. Parce qu'il ne faut pas aller dire que, parce qu'on a vu le test à la toxoplasmose qui est positif, que vous fassiez des journées ou des nuits sans dormir parce que c'est positif. Non. Le médecin, il contrôle tout ça de savoir si vous l'avez eu ou bien s'il y a des risques pour le bébé de présenter. Je dis bien, il est conseillé de manger des viandes qui sont bien cuites, légèrement bien cuites, parce que là, on aura détruit la chaleur de la cuisson, va permettre de détruire les kystes de ce parasite. On parle nutrition, on parle est-ce que la maman doit manger, il faut faire attention pour le bébé, mais à quel moment le bébé commence à se nourrir de ce que la maman mange? C'est-à-dire dès le 1er mois, dès que vous avez un retard déjà, ou à partir de 6 semaines, on peut dire que ce que vous mangez influence le fœtus que vous avez déjà dans le ventre. Dès la conception. Dès le jour où le spermatozoïde a rencontré l'ovule. Si tôt? Oui. Dès ce jour-là, parce que le bébé est dans un corps, dans l'utérus, disons déjà dans la trempe, il est en train de migrer vers l'utérus. Qu'est-ce qu'il fait vivre? C'est la maman. Ce sont les nutriments de la maman. Donc, il faut faire attention à ce qu'on peut prendre. D'ailleurs, pour prévenir certaines malformations, on conseille aux femmes enceintes de prendre certains médicaments, par exemple l'acide folique, qu'il faut commencer avant la grossesse, c'est-à-dire avant la conception, je veux dire. Et dès qu'on est enceinte, on va continuer ce médicament. D'autre part, il y a des malformations qui sont dues à des médicaments ou à des aliments qu'on aurait pris en début de grossesse. Voilà.
Vous arrivez à la question suivante. On a début de grossesse, le premier trimestre, le deuxième trimestre et vers la fin. Est-ce que ce qu'on mange doit varier en fonction de l'évolution de la grossesse? Alors, quand je parle de début de grossesse, les médicaments qui doivent être contre-indiqués pendant la grossesse, que vous le preniez alors que vous êtes enceinte, c'est clair que les 14 premiers jours, vous ne savez pas que vous êtes enceinte, mais au-delà de 14 jours, vous avez une absence de règles, vous savez que vous êtes enceinte. Donc, il faut faire attention à ce qu'on prend. Les médicaments, je l'ai dit, l'alimentation, les médicaments simplement parce que c'est la période pendant laquelle l'organisme se constitue. C'est ce qu'on appelle l'embryogénèse. Oui. C'est-à-dire que les organes vont se constituer un à un. C'est la période où l'enfant est au laboratoire pour être fabriqué. Et à l'usine, disons ça comme ça. Donc, il y a des choses que si vous prenez, cela peut influencer la fabrication de ce bébé. Excusez le terme. Oui. C'est-à-dire que dans la formation des organes, que ce soit l'œil, que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, que ce soit le poumon, que ce soit les os, voilà, il y a des choses qui peuvent influencer la formation de ces organes et puis on va avoir un enfant mal formé. Donc il faut faire très attention, beaucoup plus au niveau des médicaments. Alors, c'est la même chose avec les aliments. Avec ces médicaments qu'on va demander de prendre, que les mamans vont vous demander de prendre, il faut faire très attention par rapport à ça. Mais je ne vais pas dire qu'on ne va pas manger quelque chose en début de grossesse. Non, je dis bien, il faut manger ce qui vous plaît en début de grossesse et pendant toute la durée de la grossesse, parce que ce n'est pas ces aliments-là qui vont entraîner une malformation. Vous n'allez pas manger ce que vous n'aviez pas l'habitude de manger, c'est clair. Si vous avez l'habitude de manger le coq pendant la grossesse, vous n'allez pas changer. Vous n'allez pas aller manger je ne sais pas quoi, quelque chose qui vient de l'Occident, de l'Asie spécialement parce que vous êtes enceinte. Donc, pendant la grossesse, c'est ce que vous avez l'habitude de manger, c'est ce qui vous a fait grandir que vous mangez. Ouais. Moi, je retiens quelque chose. Manger des fruits et les légumes. Manger ce que vous avez l'habitude de manger. Très bien. Est-ce qu'on peut donc dire que vraiment, il n'y a pas de différence entre être enceinte et ne pas être enceinte? On mange comme on mange. La grossesse n'est pas un état pathologique. C'est simplement que cela entraîne des modifications sur le plan physiologique, ce qui fait que la femme va avoir certains comportements qui vont la mettre mal à l'aise. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas manger ce qu'elle veut. Mais c'est clair, pourvu qu'elle ait l'habitude de manger équilibré. Parce que là, c'est un autre problème. On se posait la question de savoir si nous mangeons bien. Quand je dis bien, c'est de manger de façon équilibrée. Je dis bien équilibré, cela veut dire qu'on va avoir des protéines, des lipides, des glucides, des sels minéraux. Je me rappelle encore quand je revisais avec ma fille, avec mes enfants, quand ils étaient à la maternelle, voilà ce qu'on leur demandait de manger, des sels minéraux. On leur disait toujours où est-ce qu'on peut trouver ces aliments. On leur donnait le rôle de chacun des nutriments dont je disais ceci. Je me rappelle, on leur disait, l'un, ce sont des aliments de force, d'autres sont des aliments d'énergie, ce sont des aliments de ceci, cela. Bref, voilà ce dont l'organisme a besoin. Et plus l'organisme maternel. Maintenant, il faut savoir une chose. La femme mange pour deux, pour elle et pour son bébé. Donc, il y a certaines substances dont on va beaucoup plus lui recommander. C'est par exemple le lait, parce qu'il y a du calcium. Le bébé a besoin de calcium pour la fortification de ses os. Les sels minéraux, il en a besoin. Des substances qui vont pour beaucoup plus maturer son cerveau, qu'on retrouve dans l'alimentation. Et quand on n'en a pas, nous, généralement, on essaie de le supplier. C'est par exemple, il faut appeler l'acide folique, je l'ai dit tout à l'heure, ou bien l'acide linoléique qu'on retrouve dans certains aliments. On peut tout manger. Vous pouvez tout manger. Moi, je vais tout manger si je me trouve dans cette situation. Puisqu'on parle nutrition, j'avais une question. Juste, j'aurais dû la noter. Parce que je me souviens, hier, quand je parlais de ça à une maman, elle m'a donné son point de vue. Je pense que ça va revenir, avant la fin de l'émission, on va revenir sur la question. Oui. Il facilite l'expulsion du bébé lors de l'accouchement, nettoie le ventre et bien d'autres vertus encore, selon des croyances africaines. On fait référence à des plantes, on fait référence à des aliments et bien d'autres méthodes. On va se tourner vers vous. Mais avant ça, on laisse le soin à Varius de nous introduire dans la page santé. Tout à fait. Quand on parle de l'accouchement, ou alors quand on est enceinte, on a tellement d'idées, on a tellement de commentaires, des anecdotes qu'on nous raconte.
Et on se dit, waouh, ça fait mal. Donc, du coup, on est réceptif. Tout le monde est réceptif. Surtout la femme, elle est réceptive à tout ce qu'on peut lui donner pour ne pas avoir mal. Alors, où est-ce qu'on a mal exactement? On a des douleurs, mais je vous assure qu'on ne peut pas vraiment expliquer d'où ça vient, à quel endroit vraiment. On a mal où? Parce que Ça vient de Dieu. C'est lui qui avait dit tu enfanteras Avec... dans la douleur. C'est pas moi, c'est pas les obstétriciens, c'est pas les sages-femmes. Mais il faut dire quand même que l'accouchement, c'est pas quelque chose de facile. Encore jusqu'à nos jours au Cameroun, on sait que il y a des méthodes pour pouvoir réduire la douleur. Dire c'est quand même quelque chose, ça fait mal. Il y a l'intensité de la douleur, mais il y a la durée de la douleur. Un accouchement chez une primipare, cela peut durer 10 heures de temps. À partir du début des contractions, où le col est à un doigt, comme on dit, jusqu'à ce que l'enfant sorte, ça peut durer chez certaines femmes. Ça peut franchement durer. Alors, où est-ce qu'on a mal? Alors, ce sont des contractions, ce sont des étirements des muscles. Les muscles de l'utérus. L'utérus, c'est cet organe-là qui va porter le bébé quand on est enceinte, qui est tout petit, qui peut rentrer dans la paume de ma main quand ce n'est pas gravite, quand il n'y a pas de bébé dedans. Ah oui. Mais alors, vous voyez, dans le clip qui est passé tout à l'heure, là, cette femme qui avait un ventre très volumineux. Donc, ce sont des muscles qui peuvent suffisamment s'étirer. Alors, les contractions, quand elles arrivent, c'est-à-dire quand on entend travail, cela va encore plus s'étirer, ça va entraîner des douleurs. Des douleurs difficiles à expliquer, ces douleurs-là, tant qu'on ne les a pas vécues. Oui, on dit toujours, je sais que j'avais mal, je ne peux pas expliquer. Oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas décrire à quelqu'un comment est-ce que vous ressentez, mais c'est vrai que vous avez suffisamment mal. Encore que ça dépend de certaines femmes, de ce qu'on appelle le seuil de perception de la douleur. Tout le monde ne va pas percevoir la douleur de la même façon. Il y a d'autres personnes qui seront beaucoup plus réceptives, qui seront beaucoup plus tolérantes que d'autres. Mais une chose est sûre, toutes les femmes vous diront, ça fait excessivement mal. Bon, ça fait mal et c'est peut-être la raison pour laquelle les mamans vont chercher, encore que je ne pense pas que les mamans, véritablement, les potions, les médicaments qu'elles donnent, c'est pour la douleur. Non, c'est peut-être pour faciliter dans leur esprit, c'est pour faciliter l'accouchement afin que le travail d'accouchement dure moins. Voilà beaucoup plus l'intention dans laquelle les mamans vont donner ces médicaments. Deuxième chose, elles vont donner ces médicaments pour éviter les césariennes. Voilà, voilà les deux facteurs, les deux situations dans lesquelles les mamans vont donner des médicaments pour la grossesse. Alors, dites-moi, vous n'êtes peut-être pas psychologue, mais vous avez rencontré tellement de femmes depuis que vous exercez ce métier. Est-ce que ce n'est pas un peu psychologique lorsqu'on vous a donné le médicament, vous vous dites, OK, la douleur, elle sera moindre? Alors, déjà, il faut quand même parler de ces médicaments, s'il faut donner ou s'il ne faut pas donner. Très, dans la société traditionnelle africaine, ce sont on les appelait, je ne sais plus comment, ce sont des matrones qui faisaient des accouchements dans les villages. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas de médecin. Et elles s'étaient quand même rendues compte, parce que les hommes y ont participé aussi, se sont rendus compte qu'il y avait certains médicaments qui pouvaient favoriser le travail d'accouchement. Par exemple, une femme qui avait passé toute une nuit, toute une journée à contracter, et puis on allait cueillir certaines feuilles pour lui donner. Et puis, ça permettait d'ouvrir le col, cela permettait d'augmenter les contractions qui étaient faibles. C'est vrai, c'est des choses qui sont possibles. Mais simplement, la société a suffisamment évolué. Et on continue toujours de donner ces médicaments, ce qui n'est pas une mauvaise chose, à une seule condition, c'est simplement qu'on va venir à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va donner les mêmes médicaments. Alors, quand vous les donnez à la maison, on vient à l'hôpital, l'équipe obstétricale, l'équipe de la salle d'accouchement va se rendre compte qu'il n'y a pas un problème et puis va remettre les siens. Ça fait un surdosage. Et c'est ça qui entraîne des problèmes. Mais également, lorsqu'on les donnait dans cette période-là, on pensait uniquement à la maman. On pensait simplement qu'il faut que le bébé sorte pour soulager la maman. C'est vrai. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, la femme, quand elle mange pour deux. De la même façon, quand elle prend un médicament, elle va se dire que je prends ce médicament et que cette autre personne qui est en moi va le prendre. Donc, lorsqu'on va donner un médicament à une femme qui est enceinte, on tient compte de la réceptivité du bébé. Or, lui, il ne va pas avoir la même réponse vis-à-vis du médicament que la maman. Par exemple,
Si je vais donner le paracétamol à une maman, je vais lui donner 1 gramme, alors qu'un nouveau-né, ça va être peut-être 100 milligrammes. Vous voyez que c'est trop petit. Lorsque nous donnons ces médicaments, il faut se poser la question. Oui, ça va avoir un effet sur la maman, mais quel effet cela va avoir sur le bébé? Oui. Voilà les questions qu'il faut se poser donc, avant de les donner. Malheureusement, ces médicaments, ça passe dans le placenta, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va arriver chez le bébé et qui va ressentir parfois bien, parfois mal. Et généralement, ces médicaments ne sont pas aussi donnés à de bonnes posologies parce qu'elles ne connaissent pas quelle est la posologie, quelle est la quantité qu'il faut donner à sa fille. Et voilà que ça va entraîner des problèmes. Ces médicaments, nous connaissons un certain nombre. Hein. On a parlé tout à l'heure, celle qui est passée, elle a parlé du miel. Elle a utilisé un autre qu'elle ne connaissait pas le nom. Oui, c'est le roi des herbes, je crois. Le roi des herbes. C'est des biscuits, c'est l'uncuit. Bon, bref, il y a tout un... Nous, on a fait des études là-dessus. C'est des noms scientifiques qu'on ne peut pas toujours donner ici. Qu'elles prennent qui ont des effets positifs, qui ont des effets négatifs, malheureusement, parfois. On sait que pour un bon nombre de ces médicaments, simplement parce qu'on a pris en grande quantité, cela peut avoir une influence sur le bébé, une influence négative. Ça va entraîner, par exemple, souffrance fœtale. Oui. Je me rappelle, il y a... environ 15 ans de ça, où j'ai reçu une dame qui avait pris pendant 2 mois, ces potions-là. En réalité, on la lui avait donnée parce qu'il fallait éviter la césarienne. On l'avait opérée une première fois et on a dit, il faut qu'on te donne ça pour éviter la césarienne. Malheureusement, ça a entraîné une tachycardie. Le cœur du bébé battait très rapidement. On n'était qu'à 7 mois, je pense 7 mois et demi. On était très embêtés, très embêtés. Qu'est-ce qu'on a dit? Il va falloir sauver le bébé. On a fait sortir le bébé par césarienne, malheureusement, mais le bébé n'a pas survécu. Bon, dommage. Oui, dommage, il n'a pas survécu. Donc, il faut tenir compte de l'effet que cela peut avoir sur le bébé. Ça, c'est clair. Je me rappelle aussi une dame où je la mets en salle d'accouchement où on dit qu'on s'en avance, on met un produit pour pouvoir normaliser les contractions de l'utérus. Lorsque nous tournons le dos, elle prend 4 grosses cuillerées de miel qu'elle avale. Wow. Et puis, au bout de 20 minutes, on m'appelle de toute urgence parce que j'étais dans mon bureau, j'étais dans la salle d'accouchement et puis le bébé était dehors. Le bébé était sur le lit, il était sorti. Malheureusement, nous avons une rupture utérine chez cette patiente, nous l'avons conduite au bloc opératoire pour éviter qu'elle ne saigne, pour arrêter le saignement qui sortait et puis sauver sa vie. Donc, c'est dire qu'il y a des doses. Bon, elle a dit qu'on lui donnait 1 cuillerée à café. Bon, c'est peut-être raisonnable, encore que je dis, il faut faire très, très attention. Très attention. On est dans une émission de télé, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc, lorsque vous donnez, je dis bien, quand vous donnez ça, vous venez à l'hôpital, nous allons mettre les nôtres sans savoir que vous avez déjà donné. Oui. Ça fait une addition des doses et ça entraîne des problèmes. Il ne faut pas en prendre. Oui. Donc, si vous avez pris, dites à votre médecin, dites j'ai pris telle chose. Malheureusement, c'est toujours en cachette. Vous avez pris, non, je n'ai pas pris. Non, je n'ai rien pris. Et alors, ok, vous n'avez rien pris, nous mettons les notes, on met les perfusions, et puis boum, ça crée des problèmes chez la maman, ça crée des problèmes chez le bébé. Et après, on va dire, ah oui, mais dans cet hôpital, on accouche, les gens meurent, ainsi de suite, alors que vous êtes la principale cause. Vous avez pris note, on espère que vous avez pris note. Ne prenez rien lorsque vous venez à l'hôpital ou dans le cas contraire, informez votre médecin, la sage-femme, le personnel qui s'occupe de vous à l'instant. Voilà ce que j'ai pris pour pouvoir faciliter l'accouchement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un accouchement sans douleur? Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout à fait naturellement, c'est difficile qu'il y ait des accouchements sans douleur. Mais je vous ai dit, il y a des femmes qui vont bien gérer la douleur que les autres. C'est clair, parce qu'elles sont habituées parce que c'est comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Dans la partie septentrionale du Cameroun, on apprend les jeunes filles à accoucher sans douleur. Déjà que c'est culturel, vous n'avez pas l'obligation, vous n'êtes pas autorisé à crier quand vous accouchez. Oui. Oui, c'est-à-dire que vous devez supporter la douleur. Mais est-ce que c'est parce que ça ne fait pas mal? Non, ça fait mal, mais on dit vous devez pouvoir gérer la douleur. C'est culturel et c'est également aussi chez les Arabes où quand on sait que vous avez crié, vous avez fait honte à la famille. Oui. Donc, vous faites le maximum. Vous n'avez pas fait preuve de bravoure. Vous n'avez pas fait preuve de bravoure. Donc, dans un état psychologique, vous dites, je me dois d'être assez forte pour ne pas crier. Mais c'est clair que ça fait mal. Maintenant,
la science a développé des techniques pour faire des accouchements sans douleur. C'est ce qu'on appelle la péridurale. C'est faire une piqûre dans le dos et à travers une sonde, à travers un cathéter que vous contrôlez vous-même la dose de médicaments que vous allez donner. Ça n'inhibe pas les contractions, ça ne diminue pas les contractions, mais simplement, ça s'en va à ce site-là, ça va simplement prendre la composante douleur des contractions, ça inhibe, mais ça permet toujours de se contracter, oui. de se contracter tout à fait normalement. C'est quand même assez bien, mais il faut dire une chose, parce que quand on dit ça, les femmes courent directement et disent je veux faire la péridurale. Oui. C'est pas dès le début de la grossesse, c'est pas dès le début du travail d'accouchement qu'on va faire l'injection. C'est lorsque vous êtes un peu avancé à 3 cm, 4 cm, c'est-à-dire que vous avez quand même déjà perçu la douleur. Oui. Encore plus si vous avez ce qu'on appelle un mauvais bishop, c'est-à-dire que votre col ne s'est pas ouvert comme ça se doit. En fin de grossesse, en début de grossesse, le col doit être fermé, il doit être dur pour pouvoir supporter la grossesse. Mais au plus on évolue vers la fin de la grossesse, le col doit s'ouvrir. Malheureusement, pour certaines femmes, il ne s'ouvre pas. Il faut donner des médicaments pour pouvoir l'ouvrir. Et ça, voilà l'une des situations pour lesquelles les mamans vont donner ces médicaments-là. Oui. On va donner de façon incontrôlée, malheureusement, ça ne va pas avoir d'effet, ou bien ça va pas avoir d'effet, ça c'est possible. Donc, on donne de façon contrôlée. Et là, ça va quand même entraîner des douleurs. Mais des douleurs au début du travail, elles ne sont pas intenses comme des douleurs en fin de travail. C'est la raison pour laquelle on va faire ces injections qu'à partir de 3-4 cm de dilatation. On voit souvent à la télé des femmes suivre des exercices de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'on le fait déjà ici? Oui. Et comment est-ce que ça nous aide? Puisque nous ne sommes pas... On essaie d'imaginer, mais on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas décrire la douleur. On imagine juste. Comment est-ce que ça nous aide donc à nous préparer? Oui, ça se fait au Cameroun déjà dans notre clinique. Dans la clinique, nous avons ces ballons qui permettent aux femmes de bien préparer, de bien gérer leur travail d'accouchement, même déjà quand ça commence dès le 6e mois, elles commencent à utiliser. Bon, bref, ce sont des exercices que vous allez faire et au cours de ces exercices, on vous apprend à gérer la douleur. C'est un peu comme le yoga ou bien des sciences de yoga, on vous apprend à pouvoir gérer la douleur. À respirer, à maîtriser votre respiration, à penser plutôt à autre chose qu'à penser à la douleur. Oui. Parce que quand vous êtes focalisé sur la douleur, quand vous êtes focalisé sur le bébé, ça, vous avez beaucoup plus mal. J'imagine mal penser à autre chose qu'à la douleur au moment où on a des contractions. Là, c'est pas toujours évident. Je vous dis, par exemple, lorsque nous mettons ces femmes sur ces ballons, ce sont des gros ballons comme ça, comme des ballons de football qu'on a gonflés, on a mis de laine, nous en avons 2-3. On va les mettre dessus. Déjà, c'est amusant, ça vous permet de danser. Vous pensez plutôt à la danse que vous faites et puis vous pensez pas. Je me rappelle une de mes filles dont je ne vais pas citer le nom qui a accouché des jumeaux. Elle a mis une musique Bikutsi, qu'elle dansait, elle sautait elle-même et elle a accouché très rapidement. Ça parce que d'accord. Oui. C'est une astuce comme une autre. Vous pouvez Je suis entré en salle de travail. Elle avait mis son Bikutsi, elle sautait, elle dansait. Il y avait sa maman qui était là et puis après. Ça avançait très rapidement sans qu'elle ne se rende compte effectivement qu'elle avait mal. On n'a pas entendu les cris qu'on entend souvent. Donc, ce sont des exercices qui vous permettent de cultiver votre esprit, de votre psychologie, de ne pas vous focaliser sur la grossesse, de penser beaucoup plus à autre chose. Et ça vous permet, vous êtes sur ces choses-là, ça vous détracte, ça vous décontracte et puis ça permet aussi même de faire évoluer le travail d'accouchement. Alors, dans d'autres coins, c'est même la nage. C'est même dans la piscine. On va constituer quelque chose, une petite piscine dans l'hôpital où vous êtes à l'intérieur. Ça vous relaxe. On sait que l'eau, c'est un très bon relaxant. Ça va véritablement vous relaxer. On nous dit souvent que vraiment avec l'eau, ne pas même pas te laver. Parce que dès que tu te laves, là, l'enfant va encore dormir. Non, c'est faux. C'est faux d'interdire les femmes de se laver. Elles doivent être à l'aise. Il faut qu'elles se lavent. Ça, c'est tout à fait naturel. Ça ne va pas empêcher les contractions, mais ça va vous relaxer. Ça va empêcher la douleur que vous ressentez d'être amoindrie. Merci pour ces recommandations. On va parler mode, même si vous n'êtes pas styliste de profession, mais on sait que vous pouvez nous donner quelques astuces. Tout de suite.
La tendance voudrait que la femme reste toujours belle, toujours sexy, même étant enceinte. Vous avez reçu pas mal de femmes, des milliers de femmes. Alors, il vous est déjà arrivé de dire à votre patiente, Madame, votre tenue n'est pas appropriée pour le bébé, il n'est pas à l'aise. Vous avez déjà eu des dames comme ça? Nos consultations, généralement, sont des consultations qui sont joviales. C'est hier, je disais à une dame, non, si vous entrez dans mon bureau, le visage triste, je vous consulte pas. Et c'est clair. J'estime qu'on doit être assez gai, même quand on est malade, il faut apporter beaucoup de sourire aux dames. Il m'est arrivé à leur dire, non, ta coiffure, je ne veux pas. Je n'apprécie pas ta coiffure. Ta coiffure n'est pas celle d'une femme enceinte. Tu vas rentrer, te refaire ta coiffure, être belle, comme tu as l'habitude d'être. C'est pas parce que tu souffres que tu vas pas être belle. Non, c'est clair. La femme doit garder sa féminité, elle doit garder sa beauté. Et d'ailleurs, pour la majorité, quand elles préparent leur accouchement, elles se font belles. Oui. Elles vont changer la coiffure. Et ça, j'apprécie, c'est qui est très bien. Ça permet d'être en forme, en harmonie avec elle, de dire, j'attends cet enfant, il faut que je sois dans de parfaites conditions pour pouvoir le faire. Mais parfois, c'est vrai qu'elles vivent très mal la douleur, qu'elle n'a pas le goût, qu'elle n'a pas le courage de pouvoir le faire. Mais non, nous les amenons à pouvoir se faire belle, à pouvoir. Maintenant, nous n'allons pas juger les gens, mais c'est clair que si vous avez une tenue qui n'est pas appropriée pour votre grossesse, nous allons vous le dire. Pas pour un problème d'esthétique, mais simplement pour un problème de santé. Oui. Parce que vous parlez de la tenue vestimentaire. On ne va pas demander à la femme de ne pas être à la mode, de ne pas s'habiller comme elle le veut, mais simplement, il faut porter des vêtements qui vont favoriser une bonne circulation sanguine. Oui. Par exemple, lorsqu'elle va porter des vêtements qui sont qui servent beaucoup, ce n'est pas bien. Lorsqu'on va porter des jeans qui ne sont pas des jeans moulants, qui ne sont pas des jeans qui sont élastiques. Le stretch, oui. Oui, ça c'est vrai. Ça ne favorise pas une bonne circulation du sang. Et ça peut avoir une influence néfaste sur le bébé. Parce qu'on a besoin d'une bonne circulation, une bonne distribution du sang dans l'organisme maternel et du bébé pour que le bébé, lui, il soit en vie. Donc, c'est important de s'habiller bien, mais bon. Il faut que je dise. Merci. Et ça, nous avons, on a tendance à penser que le cabanyango, qui est notre c'est justement ce que je voulais dire, qui est notre culture, qu'on ne porte ça que pour aller au deuil. Que non, ce sont des vêtements qui habillent très bien. Il faut que les jeunes filles comprennent ça là, parce que quand on voit des mamans qui sont habillées, qui ont mis un très bon foulard, c'est très beau. Même les jeunes filles peuvent aussi s'habiller en cabanyango et qui sont des vêtements assez amples d'ailleurs, qui consomment beaucoup de tissu pour les hommes. Parce que quand on va coudre un cabas, le mari va beaucoup souffrir, par exemple, parce que ça consomme beaucoup de tissu. Mais c'est bien de porter ces vêtements. Hein, ça, c'est notre culture à nous. Parce qu'on a toujours tendance à porter du coton, du singlet, comme on dit, qui vient de l'Occident, parce qu'on a vu ça sur le burda, sur la télévision, et ainsi de suite, et que c'est ce qu'il faut porter. Non, nous avons également nos vêtements conçus à partir des tissus faits localement, qui peuvent bien habiller, qui favoriser cette bonne circulation du sang et permettre une bonne croissance du bébé. Mais vous êtes déjà un expert à force de voir rencontrer toutes ces dames au quotidien. Vous savez déjà ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, mis à part les vêtements serrés qui peuvent être un danger pour le bébé. Mesdames, vous pouvez être élégante même pendant la grossesse. Pas besoin de mettre toujours des vêtements XXL. Comme diraient certaines mamans, le tue l'amour. Monsieur ira probablement voir ailleurs. Donc, pour rester au top de la Lady Sexy, évitez le total look XXL. Si vous portez un top ample, par exemple, misez sur un jean slim. Mais attention, il existe des jeans de grossesse, des jeans stretch, voilà. On en trouve partout dans tous les marchés, marché central, marché Cololon, marché n'importe où. Vous pouvez en trouver. La petite robe sexy, ah oui, elle ne doit pas manquer dans votre placard. Elle est un peu décollectée pour mettre en valeur votre poitrine qui aura pris un peu plus de volume. N'ayez pas peur, mesdames, monsieur ne sera qu'enchanté si vous optez pour la robe large, une petite ceinture au-dessous des seins, pas sur le ventre, fera la différence, une différence à couper le souffle. Du tissu pagne pour vous donner fière allure, telle une reine de sabbat. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Avant d'entamer cette émission, vous avez soufflé quelque chose tout à l'heure. Vous avez un message. On ne parle pas cette maladie ici. Oui, mais c'est la santé. Nous, on met un accent sur la santé. Maternelle, c'est du fœtus jusqu'à l'adolescence, mais parce que c'est la santé,
On aimerait bien vous donner 7 minutes pour pouvoir sensibiliser. Merci. Avant de parler de cette sensibilisation, je reviens quand même sur la tenue vestimentaire. Parce que lorsqu'on parle de tenue vestimentaire, on voit beaucoup plus ce qu'on met sur soi. Il y a les chaussures. Ah oui, mais les chaussures, on va y arriver. D'accord. Aujourd'hui, on parle de vêtements. Les chaussures, on va y arriver. Soyez certains de ça, on va parler chaussures. D'accord. Merci. En fait, on a accouché un enfant, c'est bien dans une maison. Je me rappelle, mon fils me parlait de la famille, de la grande famille, c'est-à-dire une famille dans laquelle il y a les enfants, il y a les grands-parents, il y a les cousins. Mais non, il faut penser aussi à ces grands-parents-là qui, après un certain âge, ne sont plus totalement au contrôle d'eux-mêmes, simplement parce qu'ils présentent certaines déficiences sur le plan du cerveau. Je parle ici de la maladie de l'Alzheimer. Donc, beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est une réalité. Oui, c'est réellement, c'est une réalité dans nos pays. De plus en plus, on trouve des papis, des mamies, même des jeunes qui ne se rappellent plus de ce qu'ils avaient été, qui sont perdus dans la rue, et puis on va les traiter de sorciers, et ainsi de suite. Alors, il y a une association qu'on appelle ACMA, Association contre la maladie de l'Alzheimer, qui organise une marche sportive et des conférences la semaine prochaine, ça va commencer samedi. La marche sportive, ce sera au Parcours Vita, simplement pour sensibiliser la population sur l'existence de ces maladies, où on rencontre ces vieux parfois, où on est en train de les taper alors ils ne sont réellement pas des sorciers, comme on est en train de le dire. C'est des gens qui sont partis de leur maison, et parce qu'ils ne se rappellent plus leur intelligence, leur jour des sages tours, ils se trouvent dans un quartier qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont plus le chemin de retour, et là, on se met à les taxer comme des sorciers, ainsi de suite. Il faut savoir que ça peut arriver à tout le monde. On peut avoir ces malades dans nos familles. Et lorsque vous avez ce genre de malade dans votre famille, vous souffrez énormément. C'est toute la composante de la famille qui est franchement en difficulté parce qu'on doit contrôler la maman ou le papa pour qu'ils ne se perdent pas. Donc, venez vraiment vous informer sur cette maladie. Déjà samedi, le 16 à 7 au Parcours Vita de Douala. Et puis, le jeudi qui suivra avec les conférences pour vous expliquer ces maladies, l'existence, comment ça se passe, les bracelets qu'on va mettre sur le bras de ces patients-là pour pouvoir les repérer quand elles sont perdues. On a pris note. Appel à témoins, vous êtes parents d'un enfant autiste, venez partager votre expérience afin d'aider ceux qui rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous. Merci docteur. Et ma fille Honorée de Baza, vous êtes gynécologue, votre présence nous a sans aucun doute édifié. Pas seulement nous, mais nos téléauditeurs. Merci à Varios, merci à Erosekola, Fabien Dongo. Restez sur Intégral Radio Vision pour la suite de notre programme.